Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux, c'est sûr, mais ça aurait pu être pire. C'est ce qu'il faut se dire. Et donc le premier segment sera centré. Au début, j'avais l'impression que ça allait être centré seulement sur Ponyhead qui a sa petite aventure comme ça et m'attendais à être vraiment irrité tout le long du deuxième épisode, mais ça devient mieux au bout du compte. Mais bon, les premières minutes, c'est complètement chiant et inutile. Mais à nouveau, c'est pour remplir. En tout cas, voilà, il y a Ponyhead qui revient à Saint-Olga pour se marrer un coup. Et voilà, il fait un peu la fête, elle est bien vue par tout le monde, mais il y a un moment donné, elle veut faire un brunch, mais il y a la nouvelle fille autoproclamée directrice du bahut, c'était une des princesses qui dit ouais, il y a un petit protocole à la con à suivre pour faire un brunch. C'est pas super clair quoi. C'est juste pour faire chier le monde qu'elle fait ça et juste pour mettre une espèce de mini conflit à la con qui sert absolument à rien, mais voilà quoi, il faut suivre une espèce de procédure qu'on a mise en place, donc il y a des règles à suivre maintenant, hein. C'est pas tout le monde fait ce qu'il veut, en fait il y a des règles à suivre, donc ils ont un peu mieux évolué sans doute, c'est pas super clair, et elle est pas contente, Ponyhead, parce que là ça la restreint un petit peu, et ça l'énerve, etc., elle veut se barrer un peu, et pour oublier ses soucis, elle bouffe à fond sans se soucier de quoi que ce soit. Voilà, hein, il n'y a rien à dire, c'est chiant, sans intérêt, ça dure 3 4 minutes de rien. De rien qui sert à que dalle, mais juste pour appuyer que Ponyhead est là. Il va y avoir une espèce de rebondissement par rapport au personnage. Oui, j'en parlerai de ça quand ça viendra. En tout cas, ouais, le morceau important de l'épisode, c'est l'attaque de Odieuse, ou plutôt Météora, et qui décide de foncer à l'assaut du château et qui s'en tire bien parce qu'elle a concocté une télécommande qui prend le contrôle sans problème de tous les robots du coin. Genre voilà, une télécommande, je les contrôle sans problème. En dépit du fait qu'ils ont été reprogrammés, mais non, elle peut les avoir avec une télécommande. Elle se demandait pourquoi elle n'a pas bêtement attaqué et repris Saint-Olga comme ça dès le départ, si elle avait cette capacité-là. Elle attaque un peu histoire de dire, mais de toute façon, c'est pas comme si elle voulait reprendre Saint-Olga ou quoi que ce soit, elle veut juste se diriger vers l'endroit précis. Hein, sachant que, bon, durant l'attaque, il y a une Ponyhead qui la remarque rapidement, histoire de dire qu'on concentre encore un tout petit peu sur elle, mais à nouveau, ça sert à rien, quoi, c'est juste histoire d'être là. Et donc, Météora se dirige vers la robot. La femme robot qui s'occupait de Saint-Olga avant elle, quoi. Enfin c'est Saint-Olga, elle s'appelle comme ça, hein, c'est celle qui dirigeait ça avant, semble-t-il, depuis tout ce temps, et donc apparemment c'est elle qui l'a élevée, hein, cette femme robot. Et dès le début, je posais une certaine question qui n'a pas été répondue. Au contraire, on crée clairement une incohérence par rapport à ce qui a été dévoilé il y a 2 épisodes de ça. Elle force Saint Olga, Météora, à lui raconter un petit peu son passé, à lui montrer un petit peu ce qui lui est arrivé. Et on découvre petit à petit, quoi, en revenant de plus en plus dans le passé, qu'elle a vraiment été conditionnée durant toute sa vie à être donc cette espèce de femme ultra distinguée qui doit cacher sa partie monstrueuse, etc. Et même son appartenance à la famille royale avec cette espèce de joue qui s'allume. Ouais, j'en ai pas parlé parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ça en commentaire aussi, et c'est ça que je trouve aussi légèrement bizarre. Parce que voilà, j'ai envie de revenir un peu sur certains commentaires, hein, non pas pour être désagréable, mais c'est juste que ça interpelle pas mal, quoi, quand on vient de dire, ouais, mais un signe quand même qui prouve que Odieuse était de la famille royale, c'est qu'elle avait ces espèces de signes sur les joues, et c'est un truc qui est seulement de la famille royale. D'accord, à ce moment-là, vous me dites, comment ça se fait que Moon et Star en est puisqu'elles ne sont pas de la famille royale, naturellement, biologiquement parlant. Comment ça se fait qu'elles aient ces symboles-là sur les joues, alors qu'elles ne le sont pas? Donc, ce signe comme quoi elle est de la famille royale, vous m'excuserez, si c'est censé être véridique et quelque chose de légitime, c'est un peu du foutage de gueule, hein. Donc vous m'excuserez de ne pas avoir capté ça, parce qu'ils sont pas clairs du tout et pas logiques, la façon dont ça marche, hein. Ou alors on va donner une explication, histoire de rattraper le coup à un moment donné plus tard aussi. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs comme ça, d'explications qui arrivent pour rattraper le coup. Parce qu'on n'a pas pensé aux détails, parce que c'est clairement le cas, quoi. Mais bon, quoi, le passage où on voit qu'elle a été conditionnée toute sa vie, où c'est censé la rendre assez tragique dans son histoire, est assez joli en soi, mais elle n'a pas autant de poids pour moi que ça le pourrait, parce que je trouve pas une seule seconde que ça a été un tant soit peu amené, et
et appuyer cette espèce de vie où elle était conditionnée pour être comme ça. Hein, je veux dire, il y a un ou deux moments, un moment rapide dans le premier épisode, on la voit, l'épisode sur Saint-Olga, l'épisode de la saison 1, où on sent qu'elle essaye de se contenir pour rester distinguée, quoi, comme si elle a été élevée comme ça. J'avoue que ce passage appuie un petit peu cette révélation, mais il aurait pu appuyer des tas d'autres trucs totalement différents. Ça appuie juste qu'elle a été élevée pour être stricte. Ça voulait juste dire ça, quoi. Ça appuyait pas à grand chose par rapport à cette révélation. Bon, en tout cas, ouais, le problème que j'ai avec ça, c'est que à aucun moment donné, j'ai eu l'impression qu'il y avait cette espèce de nature de semi-monstre réprouvé ou quoi que ce soit durant toute l'histoire, avant donc la révélation de l'épisode 13. Donc, ouais, je ressens pas grand chose, quoi. Hein, je ressens pas autant de choses que je le devrais. Si ça, j'avais l'impression que le personnage était fluide, si le personnage n'avait pas été une grosse blague complètement ridicule durant une grosse partie des épisodes. Et ouais, c'est quelque chose que ça réussit mieux dans Gravity Falls avec un personnage qui a quelque chose de très similaire à un moment donné, c'est le personnage de Mac Crockett. En fait, techniquement, la façon dont c'est montré ce truc-là, c'est limite, c'est pas un peu du plagiat de narration, hein, parce que c'est assez similaire hein, à la façon dont on dévoile ce qui est arrivé aux deux personnages. En tout cas, ouais, quoi, Mac Crockett, ça paraissait vraiment totalement logique, cette révélation sur lui, cette façon dont c'est amené dans l'épisode en question. Parce que déjà, dès le départ, on montre que c'est un inventeur, quelqu'un qui a des capacités au-delà de l'être humain normal par rapport à tout ce qui est invention, tout ce qui est création, tout ce qui est science. Donc il y a quelque chose de logique dans ce qui est mis en place. Là, ouais, y a rien qui a été amené avant, donc ouais, ça fait un peu, ça vient comme ça. Et c'est cette espèce de mère robot qu'il a élevé. Est-ce qu'il y a un seul détail qui est censé appuyer ça un tant soit peu avant? J'ai pas souvenir une seule seconde. Hein. Ah, peut-être que j'ai zappé un petit détail dans l'épisode où elle apparaît de la saison 1 où on montrait qu'elle avait été élevée par un robot. Peut-être. J'ai pas l'impression une seule seconde que ça a été montré, quoi. Et puis bon, comme je l'ai dit, il y a une grosse incohérence par rapport à ce qui avait été montré il y a 2 épisodes de ça. Lorsque les membres du Haut Commissariat disent, de façon claire, montrent en flashback qu'elle a été échangée avec un enfant de paysan. C'est clairement ce qui est dit en flashback. Il y a 2 épisodes de ça. La seule explication possible serait le truc super grossier qu'ils se souviennent pas très bien, ils ont pas fait gaffe. C'est le roi qui a fait ce truc-là en donnant ce bébé à donc cette robot là, et il leur a dit qu'il avait échangé le bébé avec une fille paysanne histoire de noyer le poisson. Pourquoi? On n'en sait rien. Voilà, si vous n'êtes pas consistant, vous n'êtes pas cohérent avec vos révélations, excusez-moi si ça me touche pas autant que ça le devrait à cause de ça aussi. Hein. Voilà, mais bon, je vais pas nier une seconde que dans la révélation, dans la façon dont on revient en arrière pour montrer donc à la fin que le roi l'a lâché pour la donner à cette robot et où vraiment elle a essayé d'être épanouie, mais c'est vraiment cette robot qui l'a forcé à être comme ça rend le personnage assez tragique. Et voilà, si on prend vraiment l'épisode comme ça, c'est plutôt touchant, je le reconnais. Je vais pas non plus faire le mec qui se plaint de tout, voilà, c'est assez touchant de voir qu'il y avait clairement moyen d'avoir une fille totalement équilibrée et épanouie, mais qui a été totalement cassée par un système qui l'a rejetée pour ce qu'elle était. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, et ça va avec le thème qui a mis en place, comme je l'ai dit depuis l'épisode 13, même depuis avant, hein, sur l'acceptation des monstres, qui est vraiment très difficile dans ce monde. C'est assez joli, c'est assez fort à ce niveau-là, et j'avoue que à ce moment-là, j'étais assez touché, très touché sur pas mal de points dans la mise en scène. En tout cas, ça amène Météora à péter un câble et à faire ressortir totalement ce coup-ci sa nature de monstre, parce que voilà, elle se restreignit un petit peu maintenant, elle est en mode full monstre, enfin à moitié, elle a toujours ses traits humains, enfin bon, c'est un peu bizarre. Et au passage, oui, ils expliquent pas comment ça se fait qu'elle ait 300 ans, j'imagine que c'est son sang de monstre, ils peuvent vivre longtemps, hein. Explication comme une autre. Et alors que Ponyhead arrive pour essayer de se confronter à elle se rend compte que bon, elle en jette un petit peu trop et ça promet de mal se passer, et paf, il n'y a rien qui est montré, quoi. On fait juste une ellipse et apparemment elle a arraché la corne de Ponyhead. Carrément, wow. Ça c'est gore, est-ce qu'on va le montrer dans l'épisode suivant, ça voilà, hors champ.
Ponyhead essaye même pas de se barrer ou quoi que ce soit, c'est maintenant qu'elle a totalement assumé sa forme monstre, elle est ultra puissante, semble-t-il, Météora. Ça marche comme ça. Et avant de partir, histoire de casser un peu la chose et d'enlever un peu de poids à la force de ce moment pour moi, on essaye d'appuyer encore plus le fait qu'elle se sente seule avec donc le lézard, l'homme de main lézard qui est totalement repoussé maintenant. Il a mis le temps, hein, quand on voit que d'autres mettent 3 secondes pour totalement repousser. Lui, il a mis genre 1 an. Facile, hein, ouais, depuis le début de la saison 1, ça fait facilement 1 an, je crois, pour arriver à ça, c'est l'un des plus lents, hein, facilement. Et donc, ouais, quoi, elle se dit qu'il y a plus qu'elle et lui, parce que on veut repartir sur cette espèce de béguin qu'elle avait pour ce bras de lézard. À nouveau, ça sortait de nulle part, ça avait clairement pas été appuyé la première fois on voyait cet homme de main. En disant, ouais, maintenant il n'y a plus que toi et moi, on va être, on va être un couple pour s'attaquer aux autres. Et le mec dit, ah, tu sais quoi, je suis un mercenaire, je suis solitaire, ah, c'est pas ta faute, c'est la mienne, hein, mais ça, il faut que je te laisse, quoi. Hein, je suis pas si bien pour toi, blablabla. Et donc elle le vit mal, elle le fait exploser à la fin, voilà. Et on regarde dans son bras après, parce que à chaque fois qu'il explose, il y a toujours le même bras qui reste. Genre, il a une partie qui est super solide, c'est toujours le même bras. Vraiment, oui, c'est aussi en faisant exploser son serviteur, qui était prêt à l'aimer pour ce qu'elle était, quoi qu'il arrivait, mais elle s'en foutait royalement, donc elle faisait pas gaffe aux personnes qui l'aimaient vraiment. Il y a une... Bon, on essaye d'appuyer ça de façon un peu touchante, mais pour moi ça fait juste gaguesque et exagéré pour rien du tout. Il n'y avait pas besoin d'appuyer ça, vraiment. Voilà, elle se sent seule, elle a toujours été déçue toute sa vie, trompée, manipulée. Ça suffisait, il n'y avait pas besoin de cette espèce d'histoire d'amour qu'on balance à la dernière minute. C'est complètement con, je trouve que c'était de trop ça. Enfin, c'était pas non plus affligeant, c'était le petit moment de trop, mais voilà. Et en tout cas, voilà, elle est partie pour totalement conquérir Muni toute seule, après pour se venger. Donc là, la grande méchante, un peu tragique qu'on veut créer. Sur le papier, c'est pas mal. Si ça avait été mieux amené, je vous jure que j'aurais ressenti beaucoup plus de trucs, quoi. Mais c'est pas le cas, ça n'a pas été super bien amené, quoi. Mais ça peut promettre quelque chose. Et je vous cache pas que oui, il était pas mal ce demi-épisode. Si on oublie tous les délires autour de Ponyhead qui l'arrangent pas, surtout par rapport au choc de fin où elle s'est fait arracher la corne hors champ. Je veux dire, oui, à ce moment-là, vous auriez pu essayer de le traiter un tout petit peu plus au sérieux, votre personnage, par rapport à ça. Ça aurait été cool. Non, 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 il fallait que ce soit une grosse blague. La même licorne chiante qu'on a depuis le début. Enfin, j'imagine que vous essayez d'être consistant avec ça au moins. Voilà, il y a des choses qui me gênent un petit peu, mais lorsqu'on est vraiment dans le cœur du segment, c'est-à-dire le passé de Météora, elle qui se rend chez elle pour savoir ce qui est arrivé, pourquoi on l'a rejeté, etc. Et le drame qui va autour, c'est fort, je le reconnais, pas aussi que ça le pourrait, mais ça reste quand même fort, je vais pas le nier, et ça porte très bien ce segment, il est pas mal à ce niveau-là grâce à ça. Le suivant, j'ai un peu de mal. En grande partie parce que ça vient beaucoup trop tard en ce qui me concerne. Beaucoup trop tard ce qu'on adresse. Mais c'est cool de l'adresser, malgré tout. En tout cas, voilà, quoi. On fête le mariage de Rubériot et donc l'autre fille, la bouffonne, hein, donc qu'on avait vu avant. Voilà, ils se sont rapprochés hors champ et maintenant on fête un petit peu ça. Il y a donc Star, Marco et leur petit copine attitré en la personne de Tom et Kelly qui sont là. Kelly, qui n'a pas été développée une seule putain de seconde en tant qu'amoureuse de Marco durant toute cette série, quoi. Il y avait cette fin d'épisode où il se rapprochait rapidement lorsqu'il partageait son manteau. Un passage rapide dans l'épisode spécial Noël, histoire de dire, quoi, et voilà. Sans vouloir être vexant, cette espèce de couple Marco-Kelly, c'est juste bouche-trou, quoi. Ça sert à rien si vous êtes même pas foutu de le développer bien. Au moins pour Star et Tom, vous l'avez un peu développé dans l'épisode précédent. J'étais content de voir ça au moins, mais là non. Là rien. Quoi. En tout cas, ouais, Star est à fond pour prendre une photo souvenir dans la cabine photo de la vieille cabine photo qu'on a vue dès l'épisode 1 de la saison 1 que Ponyhead a laissé ici. Pourquoi ?
Puisque aux dernières nouvelles, c'est Ponyen qui l'a remporté, cette cabine photo. Pourquoi ça se trouve là, cette cabine, en fait? Je comprends pas très bien, quoi. Mais bon, il y a cette cabine photo, hein, cette vieille cabine photo qu'on connaît depuis le début, qui est là, et Star se dit, ouais, on va prendre une photo, toi et moi, Marco, en forçant Marco, alors qu'il a pas trop envie. Ouais, il est même un peu mal à l'aise de faire ça, il veut un petit peu l'éviter, Star, mais bon, il n'ose pas lui dire, donc ok, très bien, tu veux prendre une photo. Elle insiste en lui piquant ses billets, parce que voilà, c'est la caisse, hein, on prend le fric comme on veut, hein, aucun respect pour Marco. Ah oui, non, mais il y a ce côté-là qui est bien chiant aussi, je vous jure. Hein. Marco, le manque de respect à chaque fois qu'il se prend dans la gueule et quand il prend ça sans bronzer, je vous jure, c'est assez irritant. Je vous jure, ce genre de truc se ferait avec un personnage féminin, il y aurait énormément de gens pour venir s'en plaindre. Parce que ce serait de l'abus de personnage, mais étant donné que c'est un mec, pas de problème. Hein. C'est le genre de truc qui m'a toujours énervé dans Lovina, par exemple. Désolé si vous êtes fan de Lovina, mais c'est le truc qui a fait en sorte que j'ai jamais été pris dans Lovina, quoi. Le mec s'en prend toujours plein la gueule en étant entouré de filles, et c'est censé être drôle, alors qu'au bout d'un moment, j'ai envie qu'il se rebelle et qu'il se dise arrêtez de me faire chier, allez vous faire foutre tout autant que vous êtes. Putain. Mais bon, c'est drôle. Par contre, si ça avait été une fille qui se faisait abuser par des tonnes d'hommes de façon simili-comique, beaucoup de gens seraient pleins, quoi. Excusez-moi, c'est la petite réflexion personnelle, anti-misandrie que j'avais sur le cœur depuis des lustres. Et là, c'est l'occasion d'en parler rapidement. Voilà, c'est histoire de dire. Enfin bon, voilà, Marco soit forcé, il est clairement pas pris dedans, mais Star le ressent. Voilà, Star le ressent, quoi. On prend les photos. Il n'a pas la pêche à ça, même quand il essaye de faire des pauses, etc. Quand elle sent qu'il y a un manque d'honnêteté qui se ressent dans les pauses, donc elle force, elle abuse. Pourquoi t'abuses à ce point, connasse, merde? Quel est ton problème? Pourquoi tu tiens absolument à avoir une photo la plus franche possible? Il fait quand même suffisamment d'efforts pour donner le change dans les photos. Non, elle incite parce que je veux un truc qui soit vrai, gna. Elle est totalement abusive à ce moment-là, Star, pour rien. Et puis Marco, il est totalement mal à l'aise avec Star pour faire ce genre de truc, pour une raison que je trouve ridicule, étant donné qu'on l'aborde que maintenant. Bien, on va en parler, quoi. Le fait est que cet appareil photo est simili-magique, c'est-à-dire que, voilà, il est techniquement magique, ouais, il y a une espèce de mec qui en sort, qui peut le contrôler, donc il y a de la magie un petit peu derrière, là, pour le refermer et le faire voyager ailleurs, et étant donné qu'il y a un blocage dans la franchise, à l'intérieur de ces photos, et ben, il bloque la sortie de la cabine téléphonique, et l'envoie ailleurs en disant que, ouais, ma cabine a ressenti qu'il y avait un truc qui ressortait pas de vous, il faut que vous fassiez quelque chose pour ça. Voilà. Ah, et donc, oui, ça énerve un petit peu Marco qui dit que ça le gonfle un petit peu toute cette magie et Star qui se sent vexé. Et honnêtement, j'aurais pas été contre que ce soit ça, le truc qui le mette mal à l'aise. Je dis, ouais, je commence à en avoir un petit peu marre de la magie parce qu'à chaque fois ça m'a apporté des tonnes de merde. Et puis ça aurait été raccord avec ce qu'on a montré l'épisode précédent où, à cause d'une connerie magique, il a failli crever en étant transformé en espèce de Picasso aplati. Donc ouais, ce serait compréhensible que ce soit ça, qu'il en ait un petit peu marre de ces entourloupes magiques. Et donc peut-être que c'est à cause de ça qu'il a pas trop envie de traîner avec Star, parce qu'elle est toujours liée à ça, il n'ose pas, ou un truc comme ça. Je pense que ça aurait été beaucoup plus logique que ce qu'on met en place, hein. Sérieusement. Parce que ce qu'on met en place, au bout d'un moment, hein, il y aura des tonnes de moments de remplissage, il n'y a rien qui se raconte dans cet épisode, malheureusement. Hein. Et à la fin, il y a Marco qui finira par lui avouer que tout a changé, quoi. Il y a ce malaise que je ressens depuis que tu m'as avoué que tu avais des sentiments pour moi. Et Star dit oh. Et moi je me dis attends. Ça fait 4-5 épisodes faciles qu'on vous a vu faire les 400 coups ensemble comme à la vieille époque, sans autre réflexion en dehors de ça, comme si de rien n'était, et c'est maintenant que tu mets ça sur le tapis, c'est maintenant que tu ressens ce malaise, Marco. Même après l'épisode où on a mis en place, affirmé que tu ressentais maintenant quelque chose pour Star et que t'osais pas te l'avouer, maintenant tu sors avec Kelly, tout ça, même après ça, où il y a encore certaines aventures ensemble. Et tu faisais comme si de rien n'était, comme si c'était cool, quoi. Là maintenant, s'il y a ce malaise que tu ressens, il est vachement à retardement, dis-moi.
C'est le genre de truc un peu gênant, mais c'est une fois de plus pour mettre en avant le côté amour et conte de fées, où oui, il faut que Star et Marco se soient un peu plus casés en détail avec d'autres persos pour que y ait cette impression de trahison s'ils devaient les quitter. Et oui, c'est clairement le cas, quoi. Donc ils ressentent chacun qu'il y a un truc, ils ont une boule au ventre à cause de ça. Mais bon, ils sortent avec d'autres types, surtout Star, quoi. Elle s'est un peu rapprochée de Tom de façon assez appuyée dans l'épisode précédent, donc ça ne peut pas passer à autre chose comme ça. Malgré tout, ils sentent que s'être avoué ça, s'être confié, ça les a un petit peu libérés. Donc Marco est prêt à faire une séance photo franche avec elle. La séance photo franche, c'est qu'ils s'embrassent sans trop y réfléchir, ils s'embrassent devant l'appareil et oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'on a fait? Oh non, on sort avec d'autres personnes, on peut pas faire ça et ils peuvent plus trop se voir. Il y a quelque chose de bizarre entre eux, il y a un gros malaise qui se fait et c'est un petit peu le tout qui se met en place. Sachant qu'aussi qu'on dévoile en fait que celui qui s'occupe de la cabine téléphonique, en fait, il s'est juste foutu de leur gueule. Elle n'était pas particulièrement magique, enfin, c'est un petit peu quand même. Mais bon, ouais, c'est lui qui a activé tous ces trucs-là pour les forcer à s'embrasser parce qu'il sentait qu'il y avait un truc. Voilà, donc il s'est foutu de leur gueule et à la place de Marco, je vous dirais remboursez-moi alors, connard, parce que j'ai quand même claqué mes 650 $ là-dedans. Non, 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 non. Le petit détail, le petit détail. En tout cas, ça se termine donc avec cette espèce de malaise lorsqu'ils reviennent et ils savent pas comment vivre ça après. Voilà, et donc amour et conte de fées, etc., etc. Et c'est trop tard. C'est trop tard pour avoir beaucoup de poids pour moi. Il fallait mettre en place ce malaise de façon beaucoup plus rapide. Ou alors faire un développement qui donne vraiment l'impression que c'était le bon moment de révéler ça. D'avoir cette espèce de tête-à-tête, de cœur à cœur. Parce que là, je trouve que ça vient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, après des tas de moments où ça aurait largement mieux mérité d'intervenir. Là, c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard pour moi. Après, ça va. La mise en scène, ça va. Star est un peu gavante d'insister pour avoir des photos comme ça. Et ouais, le mec qui charge la cabine mérite de se prendre des coups de poing. Mais en dehors de ça, voilà, c'est bien mis en scène dans ce que ressentent les personnages, dans le malaise qui est instauré dans les moments de blanc, dans les dialogues qui sont mis en place. C'est bien fait. C'est pas mal fait. Hein, c'est juste, c'est trop tard. Trop tard. Ce qui fait que ça n'a pas autant de poids. J'ai envie de dire que c'est un peu le thème de cet épisode, quoi. Pareil, c'est un peu tard de balancer ce genre de révélation autour de Météora pour que ça ait autant de poids que ça pourrait avoir. Et c'est beaucoup trop tard de balancer cette révélation, cette espèce de cœur à cœur entre Marco et Star par rapport à ce sujet pour que ça ait beaucoup de force. Donc là, c'est acceptable dans l'absolu, hein, ce second segment, mais ça aurait pu être bien plus qu'acceptable. Si on n'avait pas forcé ce carré amoureux, voilà, limite, il fallait pas faire en sorte que Marco se mette avec Kelly et que Tom se mette avec Star. Faire en sorte que Marco et Star se retrouvent, qu'ils essayent d'éviter le sujet dans des moments de malaise qu'on aurait instauré avant cet épisode. Donc montrer qu'il y a cette espèce de non-dit entre eux qu'ils essayent d'ignorer. Et à ce moment-là, cet épisode-là, il aurait eu tout le poids qu'il pouvait avoir. Et au moment où ils seraient embrassés, il n'y aurait pas eu cette espèce de malaise. Oh, mais on sort déjà avec d'autres personnes. Ils auraient pu juste se dire, ouais, on peut enfin commencer cette relation. Enfin. Mais non, ça peut pas marcher comme ça parce qu'il faut des complications amoureuses. Des couples qui sont formés avant pour rien. Surtout avec Kelly, honnêtement, quoi. Sérieusement, la seule raison pour laquelle Kelly est mise en avant dans l'intro, c'est parce qu'elle sort avec Marco et on le montre même pas de façon un tant soit peu poussée, un tant soit peu marquée, ça. Je trouve ça un peu con, je suis désolé, quoi. Donc, ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que, vraiment, les plusieurs minutes où on montre ce dialogue entre Marco et Star, elles sont pas mal faites du tout.
mais ça incruste mal dans tout ce que vous avez instauré, quoi. Et ça a clairement pas été réfléchi dans le détail avant. C'est ça le problème. On sent que c'est pas réfléchi dans le détail avant, à chaque fois qu'il y a un truc un tant soit peu important qui fait surface. Et ça se ressent particulièrement même dans les épisodes qui sont réussis comme celui-là, parce que je trouve il est pas mal. Globalement, cet épisode est pas mal. Mais ouais, il avait le potentiel d'être beaucoup plus que ça. Il ne l'est pas, malheureusement. Mais bon, hein, honnêtement, par rapport aux nombreuses merdes que j'ai eues avant, je vais pas énormément me plaindre non plus. Hein. Ça va, hein, je suis content de voir un truc qui me fasse ressentir un petit peu quelque chose de positif, globalement, hein, donc ça reste pas mal. Sait-on jamais peut-être qu'on fera du bon drame sur le fait que Ponyhead a perdu sa corne et qu'elle deviendra enfin un petit peu intéressante dans l'épisode qui viendra, espérons. Oui, parce que oui, j'en parle pas, mais dans le dernier segment et à la toute fin, il y a Star qui reçoit un appel comme quoi Ponyhead a des problèmes. Et donc, ouais, j'espère, j'imagine, que dans l'épisode suivant, on va un petit peu poursuivre ça, ce qui est arrivé à Ponyhead, et donc la préparation pour le combat contre Météora. Et peut-être que ce sera bien fait, peut-être pas, on verra. En tout cas, à bientôt pour l'épisode 19, bye!